Salut Christophe. Salut, Miguel. Alors, toi, tu es coach et blogueur sur le blog des rapports humains.fr. Ouais, Alors, j'ai lu sur ton site que tu étais d'un milieu, quoi, tu venais d'un milieu paramédical, c'était ton travail pendant une dizaine d'années, tu étais dans le secteur psychiatrique, donc tu as eu forcément beaucoup de rapports avec des gens, et après tu as eu le désir de te former, j'ai vu que tu avais fait pas mal de formations, et voilà, aujourd'hui tu es coach, tu m'as l'air vachement passionné par ce que tu fais, je peux le lire dans tes articles. Et j'aimerais que tu me oui, racontes un peu comment tu en es arrivé là et oui, pourquoi ça te passionne autant. d'accord. Je vais reprendre un petit peu donc mon cursus. Et Ouais. effectivement, j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant qu'infirmier dans le secteur psychiatrique parce que c'est quelque chose qui m'intéressait déjà pendant mes études. Et en fait, dans ce milieu, j'ai vraiment eu la chance de travailler avec un super bon médecin qui m'a pris un peu sous son aile et m'a vraiment formé à la relation humaine, aux rapports humains en général. Et Mhm. donc, à tout ce qui est le fonctionnement mental, toute la communication, etc. Et donc, en fait, c'est de là un peu où est né mon intérêt pour les relations humaines et les rapports humains et pour l'humain de façon générale. Donc en D'accord. fait, c'est par la porte du soin hein, ce que j'appelle la réparation des blessures de l'âme que je suis entré dans le monde du travail. Ok, très Alors ce bien. qu'il faut savoir, c'est qu'en parallèle de cette activité professionnelle, Mhm. euh, je pratiquais un art martial Mhm. qui s'appelle le Kenpo, hein, pour pas le nommer. Mhm. Et en fait, c'est dans ce secteur-là où j'ai pu développer vraiment toute la partie développement personnel, Mhm. essentiellement au niveau de la préparation mentale au début. Ça, c'est important pour la suite. D'accord. Pourquoi? Parce que c'était qu'en 2006, il y a eu une sorte de tournant hein, dans ma vie, où d'un côté, ben, j'arrêtais, si tu veux, ma carrière en psy pour me mettre à mon compte en tant qu'infirmier libéral. Mhm. Et en même temps, à peu près dans la même année, j'ai arrêté ma carrière sportive sur blessure. Mhm. Ouais, j'ai vu ça. Euh, donc l'idée, là, bon, j'étais en libéral, hein, ça fonctionne bien, c'est un métier toujours proche de l'humain, donc ça me plaît. Mais en même temps, il me manquait quelque chose parce que le côté sportif et l'implication que j'avais dans le sport, ça me prenait une grande partie de mon temps. Et je me suis dit, bon, bah, il fallait bien que je fasse quelque chose quand même pour Mhm. pouvoir continuer à donner du sens en fait à ma vie. Et là, je me suis dit, pourquoi ne pas allier les deux choses qui me sont le plus importantes dans ma vie, c'est-à-dire les rapports humains, la relation, l'aide de façon Mhm. globale à l'autre, et de l'autre côté, bah, c'est tout ce qui est développement personnel, préparation mentale, recherche de performance, entre guillemets, Mhm. euh, tout ce qui est réalisation de soi, en fait. Ok. Et en fait, en cherchant un petit peu comme ça, je me suis aperçu que le métier de coaching, le métier de coach, correspondait vraiment à ça. C'est-à-dire qu'on sort du champ thérapeutique Mhm. pour s'orienter vers toujours de la relation d'aide, mais dans une optique vraiment plus d'amélioration de soi, de développement personnel, Mhm. que j'avais déjà commencé à trouver au sport, tu vois. Et en fait, Ok. ben, le métier de coach correspond complètement à ça. Donc, si tu veux, pour moi, c'est vraiment une suite logique dans Mhm. dans ma, dans mon évolution de carrière. Et je considère vraiment le coaching comme euh, l'étape d'après, quoi, de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ok, très, très intéressant tout ça. Et t'habites où sinon? Alors, j'habite du côté de Cannes, Ok, dans le dans sud. un village qui s'appelle Pégomas. Ok, très bien, très bien. Alors, justement, moi j'avais lu quelques articles sur ton blog que j'ai trouvé très intéressants. Et donc, tu me parles un peu des relations et le rapport des relations avec le développement personnel. Et Hein. justement, nos besoins relationnels, qu'est-ce que tu peux en dire? En quoi nos besoins relationnels, si on les satisfait, ça nous permet d'avoir un meilleur développement de soi? En quoi la satisfaction de ces besoins nous permet de mieux vivre? Alors, les besoins relationnels, effectivement, donc je ne sais pas si tu as lu une partie de mes billets, et voire même le livre L'e-book. là, que j'avais Mhm. proposé. Il y a Jacques Salomé qui s'est penché sur ces besoins relationnels. Donc, je ne vais pas les reciter comme ça, Mhm. ils sont
linéaire. Mais pour répondre à ta question, je pense que justement, en satisfaisant ces besoins relationnels, on a une approche et une présence à l'autre qui est la plus saine possible et D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire par là? la plus authentique Ok. possible. Et du moment où on prend en compte ses propres besoins et en même temps les besoins de l'autre, je dis bien et en même temps, Ouais. c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir une fluidité dans la relation et un échange permanent qui se fait au même niveau. Il n'y aura pas de différence de niveau, il n'y aura pas de moi je suis plus ou moins que toi, ou de rapport de force, etc. C'est Mhm. vraiment une fluidité dans la relation et quelque chose qui peut permettre d'être en accord parfait. D'accord, très bien. Et est-ce que tu penses que par rapport aux besoins relationnels, il y a une différence entre les hommes et les femmes? Parce qu'on a l'impression que les femmes recherchent plus, euh, développent plus l'aspect social de leur vie Mhm. que les hommes. Alors, est-ce que c'est parce que les hommes le vivent autrement, l'expriment autrement, ou c'est parce que il y a un problème chez les hommes? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu le ressens, ça, cette différence homme-femme? Euh, la différence homme-femme au niveau des besoins, tu Mm. sais, je pense que alors il y a des besoins. Pour moi, les besoins relationnels, enfin pour moi, et pour d'autres, hein, j'invente rien là-dessus. Mm. C'est vraiment des besoins de l'être humain, Mhm. tu vois. Et dans l'être humain, tu as les hommes et les femmes qui sont au même niveau. Après, il y a peut-être des attentes. C'est différent que des besoins. Il y a Mhm. des attentes des uns qui sont différentes des attentes des autres. Mhm. Et Qu'est-ce que là, tu peux développer peut-être un petit peu à ce niveau-là? euh, ben, si tu veux, comme je te disais, voilà, exemple, le besoin de reconnaissance. Je te prends un exemple. Le besoin, D'accord. euh, le besoin de reconnaissance, il est commun à tous les humains. En Mhm. revanche, si on prend l'exemple entre un homme et une femme qui sont en couple, peut-être que l'attente de reconnaissance ou de marque de reconnaissance de l'un est peut-être différent de l'autre. Mhm. Et, et là, en plus, je suis pas persuadé que, admettons, la femme ait plus besoin de reconnaissance que l'homme dans son couple. Tu vois? Mhm. Peut-être qu'il l'exprime différemment, quoi. Il exprime, non seulement il l'exprime différemment, mais il le demande peut-être aussi différemment. Donc c'est Mhm. pour ça que l'attente, elle est différente. Ok, très bien. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, dans les relations sociales, il y a un des problèmes majeurs pour beaucoup de personnes, je trouve, c'est cette timidité qu'il y a. Surtout, j'ai envie de dire, durant l'adolescence ou durant les... Voilà, quand on sort de l'adolescence, forcément, on a des moments où on manque de confiance en soi. Et voilà, cette Ouais. timidité nous bloque à parler à des gens qu'on ne connaît absolument pas, à faire de nouvelles rencontres. Mhm. Comment tu vois cette chose-là? Quelle est l'origine de ce problème-là et comment on pourrait vaincre cette timidité justement dans les relations sociales? Alors, c'est forcément une grande question, mais quelques pistes de réflexion que tu pourrais nous donner. Voilà, ça serait plutôt ça, parce que si tu veux, à mon avis, il n'y a pas une origine Oui, de l'activité ou une origine du manque de confiance en soi, hein. Je pense qu'il y a autant d'origines qu'il y a de de personnes personnes différentes. Ouais. et, et qui n'ont pas confiance en elles. Mm. En revanche, je pense que la piste principale à explorer, c'est la relation que la personne elle a avec elle-même. C'est-à-dire Mhm. quelle image d'elle la personne a au quotidien. Mhm. En général, quand on a voilà, des explorations à faire, c'est plutôt de ce côté-là. Parce que du moment où la personne, elle se réconcilie avec son image, elle est plus en paix avec elle-même. Mhm. J'ai un jour quelqu'un qui m'a dit quelque chose de sympa et qui me dit que si, et c'est pas du tout, en plus, c'est pas du tout quelqu'un d'égoïste. Donc, Mhm. c'est peut-être une connotation égoïste que je vais dire, mais c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'elle me disait que si j'étais quelqu'un d'autre, je serais ma meilleure amie. C'est pas mal. Tu vois? Ok. Et, et ça résume un peu le fait de se dire, voilà, du moment où on considère qu'on qu'on s'entend bien avec soi-même, qu'on est en paix avec soi-même, Mhm. à ce moment-là, la timidité, elle passe au second plan. Après, la Mhm. timidité, c'est un trait de caractère, de toute façon. Et le Mhm. fait de gagner en, en, Confiance en soi ou en valorisation de soi-même. Mhm. voilà, en ayant une image de soi
plus tranquillisé, Mm, mm. plus aimé, plus accepté, surtout, plus accepté, à ce moment-là, je pense que la relation aux autres, elle change Ok. obligatoirement et elle devient beaucoup plus fluide et euh, beaucoup plus, j'allais dire performante, mais c'est pas le mot, beaucoup plus fluide, ouais, c'est le Mm, mot mm. qui me vient. D'accord. Alors, de ta propre expérience ou quoi, de ce que tu as vécu dans ta profession, est-ce que tu vois des causes qui reviennent sans cesse, qui expliquent juste, qui montrent pourquoi justement on a une mauvaise valorisation de soi-même? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent tout le temps ou c'est vraiment du cas par cas? Ah, il y a- alors, effectivement, on peut en tirer des grands traits de. Moi, je crois beaucoup au cas par cas, quand même, Mhm. hein. Je crois Ok. beaucoup au cas par cas, parce que vraiment, un humain, il est vraiment composé de son histoire personnelle, de l'environnement dans lequel il a grandi, de toutes les expériences qu'il a pu faire jusqu'à aujourd'hui, de toutes les rencontres qu'il a fait. Et ça, c'est vraiment complètement unique. Après, il y a effectivement des grandes tendances qui peuvent orienter une personne sur une dévalorisation d'elle-même Mhm. ou, comme on disait, un manque de confiance en soi. D'accord. Euh, En premier, je dirais, c'est l'image en tant qu'enfant, hein, parce que là, tout se construit, enfin, beaucoup de choses se construisent Dès dans l'enfant. l'enfance. En premier, je dirais que c'est l'image que les parents ont de leur propre enfant. Mhm. À ce moment-là, c'est vrai qu'on peut voir des différences dans la façon dont la personne se perçoit, suivant qu'enfant, bah, il a été valorisé par ses parents, qu'il a eu des marques de reconnaissance par ses parents, qu'il a été, voilà, euh, bah, que l'image de l'enfant a été positive, quelque Mhm. part. Qu'elles se sentent aimées, qu'elles se sentent aimées. Voilà, Mhm. exactement. Versus, justement, un autre mode d'éducation plus rabaissant, plus euh, comment dire, Ouais. frustrant. Autoritaire ou ouais, dans la Ouais, discipline. voilà. Alors non, discipline, il y en a, hein, mais Mhm. c'est vraiment au niveau du regard que les parents ont vis-à-vis de leur enfant. Si D'accord. c'est un regard, voilà, si c'est un regard, pour résumer, si c'est un regard positif, bah, il y a des chances que l'enfant se développe positivement. Si c'est un regard négatif, bah, ça va être plus compliqué pour lui pour qu'il ait une bonne image de lui-même plus tard. Mhm. Donc, tu vois, c'est une des grandes tendances. Ok, ok. Bah, pour les parents qui nous écoutent ou qui nous regardent, je pense que c'est très important justement de Mm. prendre à cœur ce rôle et de faire attention à ce qu'on véhicule aux enfants. Moi, je voulais te poser une question. En Oui. 2012, à l'ère où on utilise constamment l'ordinateur, on est avec nos portables, on est sur Facebook, sur Twitter, les relations ça, ont vraiment beaucoup changé. Moi, par exemple, dernièrement, j'ai un ami qui m'avait demandé quelque chose, comme un service, ou m'avait proposé quelque chose. Mm. Et ben voilà, j'ai pas trop osé lui répondre non, de peur de la brusquer. Je me suis dit, tiens, je vais rentrer ce soir, je vais lui envoyer un mail pour lui dire non. D'accord. Est-ce que ce genre de comportement se reproduit de plus en plus souvent, quoi? Qu'est-ce que tu en tires de cette évolution? Qu'est-ce que tu peux dire justement de ce changement de ce passage du réel au virtuel? Est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'on peut faire une transition qui soit naturelle et saine? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, oui, je pense que le mot transition, c'est quelque chose qui me parle. Hmm. Qui me parle parce que, euh, je- si tu veux, dans l'environnement dans lequel on évolue, il va falloir de toute façon composer avec l'environnement virtuel. Je veux dire, je vois pas comment on pourrait en réchapper ou justement si on fait exprès de se mettre en retrait de tout ça, au bout d'un moment, on va être vraiment en retard par rapport Mhm. à, à notre époque, quoi, hein, Au contexte, ouais. actuellement. Euh, Par contre, voilà, ce que j'aime bien, c'est comme tu dis, c'est le mot transition, parce que je pense qu'on peut faire les deux. C'est-à-dire que pour moi, le virtuel, ou donc où tous les réseaux sociaux, toute la machinerie web qu'il y a derrière, je pense que ça peut aider, faciliter la mise en rapport, la mise en relation dans la vraie vie, si tu veux. Mhm. C'est intéressant. Vas-y. Ouais, je te prends un exemple Ouais. tout bête,
mais alors vraiment hyper basique, les sites de rencontres. Mhm. Combien il y a aujourd'hui de couples qui se sont formés grâce à ces sites de rencontres? Mhm. Effectivement. Tu vois, peut-être que ces personnes-là, avant qu'il y ait tout ça qui soit développé, c'était peut-être des gens qui étaient timides, des gens qui avaient du mal à rencontrer ou aller dans des soirées avec d'autres personnes pour échanger, etc. Et je pense que cet exemple-là, pour eux, ça a été salutaire. Mhm. Ça a Ok. été, tu vois, ça a été salutaire parce que à un moment donné, ils ont trouvé un média qui leur a permis de sélectionner ou de rentrer en contact avec des gens qui ont comment dire, qui rencontrent leurs propres intérêts, avec lesquels ils ont des affinités, et où, on va dire, la relation après dans la vraie vie a été facilitée au départ. Mhm. Alors justement, à ce niveau-là, c'est intéressant comme exemple parce que on n'est plus seulement dans du passage du réel au virtuel, mais aussi du verbal à l'écrit. Parce que Mythique, les sites comme ça, où quand on voit des textos, par exemple, une fille me plaît et voilà, c'est un peu difficile dans un contexte où on est des amis de lui exprimer ce que je ressens. Donc, bah, moi, forcément, je l'ai déjà fait. Bah, on se dit, ah tiens, je vais lui envoyer un texto, je vais lui envoyer un email, je vais lui écrire un commentaire sur Facebook. Parfois, on voit ça comme de la lâcheté. On se dit, mais ouais, peut-être que voilà, ça me fait moins peur de faire ça devant mon clavier, donc je le fais. Mais est-ce que c'est pas aussi une autre manière de communiquer? Il y a des gens, tout simplement, qui communiquent mieux par écrit. Ça fait pas d'eux des personnes moins bonnes au niveau relationnel. Mhm. Simplement, elles préfèrent écrire parce que il y a plus, on met plus de temps à réfléchir et voilà, on a pour le coup le temps de tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de dire quelque chose. Comment Bien tu sûr. vois justement cette transition aussi du verbal à l'écrit? Ouais. Bah oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'au lieu de tourner la langue cette fois dans la bouche, et tu tournes les doigts cette fois sur le clavier, en Voilà. fait. C'est un peu ça. Ouais, ouais. Mais oui, moi, je suis complètement OK avec ça, avec quand même comment dire, la précision et le bémol que ça a quand même, pour moi, ça a un temps, ça, tu vois. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un suivi dans la relation en vrai, dans le réel, là, par contre, je pense que ça peut Mm. être le frein à tout ça. Ouais. Non, parce qu'effectivement, il y a peut-être, effectivement, comme tu dis, c'est un moyen pour faciliter certaines relations, certains échanges, je veux Mm, dire, mm, mm. mais il ne faut pas que ça s'arrête que là. Ouais. Le Tu vois? danger, c'est que justement, ça se substitue au lieu d'être complémentaire, ça devient. Et ça devient un substitut, Voilà. exactement. Ok. Exact. Et là, par contre, là, c'est plus bon parce que là, en plus, là, ça existe aussi, hein, on en voit tous les jours sur le web, des personnes qui ont plutôt tendance à se renfermer derrière ce média-là. Euh, alors là, pour le coup, parce qu'ils ne vivent que à travers le web. Mm, mm. C'est- Bah, ça me rappelle justement un article que tu avais écrit sur le rôle du sourire. Tu racontais une anecdote où tu avais fait faire une prise de sang par une infirmière, où Oui, justement bah, le sourire qu'elle a dégagé, la communication corporelle qu'elle a dégagée a joué un rôle très important. Et ça, forcément, le virtuel. Alors, bon, il y a Skype, oui, mais c'est ce que j'allais te dire. ouais. Franchement, tu vois, regarde, notre rencontre aujourd'hui, Mm, pour moi, je la considère comme du réel. mm, mm. Ouais. Tu vois? Parce que on se parle, on a le média donc audio, Mm, mm. on a le média vidéo parce qu'on peut se voir. Demain, je veux dire, demain, on se voit en vrai. Pour moi, c'est voilà, ça sera notre deuxième Ouais, rencontre. Tu ouais, vois? carrément. Et c'est vraiment, voilà, pour moi, le média comme on est aujourd'hui, c'est vraiment une rencontre réelle. Mm, mm, mm. C'est voilà, tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. La technologie, elle est là pour nous servir. C'est juste qu'on faut pas en devenir esclave, quoi. C'est un peu ça Oui, l'idée. exactement. Ouais, ouais. D'accord. Alors, moi, avant de finir, j'aimerais te demander justement, euh, pour les personnes qui ont des problèmes relationnels ou des problèmes de développement personnel, on parle de relations d'aide, on parle de l'importance d'avoir un coach, un accompagnateur, une aide, quelqu'un qui nous soutienne. Parce que de la même manière que quand on est malade, on a un rhume ou des choses plus graves, on va voir un médecin, et bah, quelquefois on a tendance à négliger nos problèmes relationnels. On se dit, bah non, c'est pas une maladie d'être timide et de ne pas avoir d'amis. Et on le vit mal alors que quelquefois on peut croire que c'est simplement le fait qu'on soit introverti,
ce qui est un trait de caractère. Mais quelquefois, c'est justement un problème. Il y a un malaise dans notre vie. Il y a quelque chose, une cause, quelque chose qui fait que ça devient justement une maladie qu'il faut résoudre. Alors, qu'est-ce que tu as à dire à ces personnes-là qui justement chercheraient de l'aide? Donc, quelle est la place justement des coachs, des mentors? Tu parles aussi des mentors. Est-ce qu'il y a seulement le psychologue qu'on doit aller voir quand on a un problème? Est-ce qu'on va aller voir sa petite copine ou son mari quand on a un problème? Ou il y a d'autres options qui apportent quelque chose de plus? Bien sûr. Alors, bah, écoute, là, cette question, déjà, elle est vraiment intéressante et ça me permet, en plus de, bah, par justement la diffusion qu'il va y avoir de cet échange, de préciser justement le flou qui peut exister dans le milieu du coaching. Pour être très succinct dans ma réponse, et après je développerai par rapport à ce que tu dis, du moment où il y a un mal-être profond, que ce mal-être profond relève justement d'une maladie, comme tu dis, ce n'est pas un coach qu'il faut aller voir, c'est un thérapeute. Okay. Qu'il soit psychothérapeute, qu'il soit psychologue, qu'il soit psychiatre, c'est du côté du soin qu'il faut aller. D'accord? Le coach? Quand on est dans le désir… Pardon? Oui, vas-y, je te coupe pas. Continue. Non, justement, tu allais parler du rôle du coaching. Voilà, quand on est dans le désir de l'amélioration de soi ou de sa vie quotidienne, ou de sa vie professionnelle, parce que le coaching, au départ, c'est quand même quelque chose, enfin, au tout départ, c'est pour le sport, mais en deuxième intention, c'est quand même dans la vie professionnelle. Là, ça commence à arriver un petit peu pour justement la vie personnelle, mais on est vraiment dans un objectif précis d'amélioration et de développement de soi. Pour te le faire encore plus simple, le coaching, c'est l'accompagnement du bien portant. Okay. D'accord? C'est-à-dire que on est dans une situation, ok, on a un blocage, ok, on a une difficulté pour avancer sur un projet, pour rentrer en relation avec quelqu'un, pour, je sais pas moi, passer un examen, pour avoir plus de confiance en soi dans tel ou tel contexte. Mais on est ok, déjà, on est ok, je veux dire, on fonctionne bien. Un coach, il peut aider. Mais du moment où le mal-être, il est tel qu'on n'arrive plus à sortir de chez soi, qu'on n'a plus faim, qu'on est triste toute la journée, qu'on pleure pendant des jours et des jours, etc., là, c'est clairement de la thérapie qu'il faut consulter. Ouais, c'est une distinction très importante et je pense que justement, ça vaut la peine parce que quelquefois, des gens ont des difficultés, vont dans des forums, vont taper des trucs sur Internet pour trouver des solutions à des problèmes très graves, voilà, ou des envies suicidaires et ils pensent pouvoir trouver des solutions, alors que là, c'est vraiment du domaine médical. Complètement, complètement. Alors justement, toi, tu fais C'est important de préciser. Hein. Ouais. Toi, tu fais du coaching et voilà, j'aimerais savoir quel est le ou les clients types que tu rencontres, les gens qui viennent te contacter et quels sont justement tes domaines d'expertise, là où tu peux vraiment aider? Alors, si tu veux, j'ai deux cibles prioritaires, essentiellement au niveau professionnel. Ce sont des cadres dirigeants ou des dirigeants d'entreprise ou des managers qui font du coaching pour améliorer leur quotidien professionnel. Okay. C'est-à-dire rentrer en relation avec leurs collaborateurs, mener à bien un projet pour déterminer des objectifs précis, donner du sens à leur mission professionnelle, travailler sur les valeurs de l'entreprise ou les valeurs qu'ils veulent mettre en place auprès de leurs clients. Tu vois, tout ça, ça fait partie du domaine professionnel. Après, dans le domaine personnel, en fait, quand tu regardes, on retrouve à peu près les mêmes demandes, mais à part que ça se passe dans une sphère privée. Donc, typiquement, c'est quoi comme… les personnes, ils viennent te voir pourquoi? Alors, là, je te donne mes deux dernières clientes que j'ai en tête, et justement dans deux domaines différents. La première, donc, elle est chef d'entreprise, et en fait, pour des raisons X et Y, elle avait perdu
la confiance qu'elle avait en elle pour pouvoir diriger l'équipe qu'elle dirigeait au quotidien. Alors qu'elle l'avait déjà, cette confiance auparavant. Et il y a eu un événement précis qui lui a fait perdre cette confiance-là. Et donc, elle était déstabilisée parce qu'elle ne savait plus ni comment s'adresser à ses équipes, ni comment mener à bien des projets, des missions, etc. Parce qu'elle avait l'impression soit d'en faire trop, soit d'en faire pas assez. Enfin, bon, elle était déstabilisée. Et l'un des objectifs du coaching était simplement qu'elle retrouve une posture de dirigeante qui lui permette justement de pouvoir remplir son rôle de dirigeante. Et de l'autre côté, une autre cliente, c'était une étudiante qui était en passe de passer un examen professionnalisant, mais donc là je l'ai suivi sur un long terme, mais ce qu'il y a, c'est qu'au sein de sa promo, elle avait des difficultés relationnelles avec les autres participantes, quoi, les autres étudiantes. Et ça l'a démotivée suffisamment pour envisager l'arrêt de ses études. Ah oui, à ce point-là. Voilà. Parce qu'elle ne s'entendait pas avec tout le monde, parce qu'elle avait l'impression que tout le monde lui en voulait, etc. etc. Et en fait, elle était venue, elle a fait appel à un coach pour justement pas forcément résoudre ses problèmes relationnels avec tout le monde, parce que là, comme je disais tout à l'heure, et on en avait parlé avec elle, et je pense que c'était suffisamment profond en elle pour qu'elle le traite en thérapie. En revanche, on a travaillé sur tout ce qui est la motivation qu'elle avait pour faire ses études et pour pouvoir arriver jusqu'à son examen et le passer. Intéressant. Voilà. C'est-à-dire que la ligne du coaching a été tracée sur une demande de motivation. D'accord. Très bien. Je vois la distinction. Voilà. Ok. Alors justement, s'il y a des gens qui sont intéressés par avoir du coaching avec toi, des séances de coaching, comment ils peuvent te contacter? Alors, le plus simple étant via mon blog, le blog des rapportshumains.fr, parce qu'il y a une page consacrée justement aux demandes de contact. Donc je mettrai un lien à la fin de cette vidéo, en bas de cette vidéo. Voilà. D'accord, d'accord. Et donc, tu peux parler de Ressourcia aussi. Donc, je vois que tu travailles au sein de Ressourcia, c'est ça? Par rapport au coaching solidaire. Oui. Alors, le coaching solidaire, donc avec mes deux associés au sein de Ressourcia, on a voulu ouvrir un département, ouvrir une possibilité aux personnes en fait qui ont des difficultés financières. Parce que le coaching, il faut savoir que c'est pas donné au départ, bien que les tarifs soient quand même, pour les particuliers, je précise, soient raisonnables. Mais je veux dire, la cible du coaching solidaire sont effectivement les étudiants. Donc l'étudiante dont je t'ai parlé, je la suivais dans le cadre du coaching solidaire. Les demandeurs d'emploi ou les bénéficiaires des minima sociaux, par exemple. Attends, excuse-moi. Pas de souci. Pas de problème. Voilà. Et donc, on a mis en place ce département, cette fonction-là, pour faire bénéficier du coaching justement aux personnes qui ont des difficultés financières. Les besoins, malgré tout, les besoins, ils sont les mêmes. Je veux dire, que quelqu'un est justement en manque de confiance en lui ou désire obtenir, aller au bout d'un projet, c'est pas une question d'argent. On est tous logés à la même enseigne. Ouais. Donc voilà, on a ouvert cette possibilité-là. Très bien, très bien. C'est cool. Je vois que tu fais ça, pas ça que pour l'argent, que tu fais ça parce que voilà, tu as un désir d'aider les gens. De toute façon, moi, j'ai toujours admiré les infirmières et les infirmiers. J'ai toujours trouvé ça, travailler autant d'heures pour un salaire, ça va, mais c'est vraiment qu'il y a le cœur qui est là et c'est vraiment beau. Et bon, voilà, je recommande les lecteurs et ceux qui regardent de venir te contacter. Donc sur le blog des rapportshumains.fr, je mettrai toutes les infos en bas de cette vidéo. Et puis je te remercie Christophe pour tout ton temps. Merci à toi de m'avoir ce que tu nous as dit. Cette interview, c'était intéressant. Okay.
Ok, bah merci. Et bah moi j'ai appris beaucoup de choses. J'espère que les autres aussi. Et puis on garde contact pour une prochaine rencontre en réel virtuel ou en réel réel. Volontiers, très volontiers, Lingen. Très bien, merci. Je t'en prie. Salut. Au revoir.